Bonjour à tous. Alors pour ce cours-ci, on va apprendre à sculpter un crâne. Alors je vais vous demander de trouver le crâne de votre animal spirituel pour le faire avec moi. Mon animal spirituel ici, je vous le présente, c'est le Dracorex, un dinosaure qui a réellement existé. Comme vous voyez, il a un crâne plutôt stylé. Alors, je vais enregistrer cette image et je vais m'en servir pour le sculpter dans ZBrush. Donc j'ouvre ZBrush, ici on a simplement une default sphère, celle-ci, d'accord. Et vous voyez que donc je pourrais commencer à essayer de la sculpter, simplement, bah voilà, c'est compliqué si j'ai pas d'image de référence. Le premier bouton que j'aimerais vous montrer, c'est ici, là, le bouton See Through. Je peux rendre, avec une page internet par exemple en arrière-plan, je peux rendre ZBrush transparent. Et à ce moment-là, je pourrais commencer à essayer de sculpter ma tête sur base de ce que je vois derrière, mais il y a quand même moyen de faire ça mieux. Alors, je vais mettre le see-through à 0. Je vais ouvrir le menu Divider ici en double-cliquant dessus. Vous voyez que moi j'avais déjà le menu texture ici, que j'avais drag and drop sur le côté. Vous pouvez aussi tout simplement cliquer sur le cercle blanc. Et il est censé se mettre tout seul là-bas, voilà. Et donc je me mets en vue dans Image Plane ici, le sous-menu Image Plane, je vais me mettre en vue left, puisqu'on est en vue de côté. D'accord? Et là je vais faire Load Image. Ah. J'importe mon crâne. Et donc là vous voyez que maintenant j'ai mon image qui est enregistrée. Attention tout de même que si vous changez de vue, là je me mets en vue de front, vers l'image, si je reviens en vue de left, l'image a disparu. Donc c'est important quand on se met en vue left, qu'on load l'image, voilà, on positionne le modèle, on peut aussi jouer avec l'opacité du modèle pour voir à travers, hein, tout simplement, et pouvoir sculpter plus facilement. Et donc ce qui est important, c'est de bien cliquer sur Store View pour enregistrer la vue. Parce que regardez maintenant, j'ai beau tourner la caméra, passer en vue de front, etc. Si je repasse en vue left, on a enregistré la vue et la position du mesh. Ok, donc mon crâne est composé de deux morceaux. Premièrement le crâne et deuxièmement la mâchoire. Donc ce que je vais faire, c'est avoir deux éléments séparés. Donc je vais simplement profiter du fait que j'ai déjà un crâne ici, là, une forme qui ressemble plus ou moins à la mâchoire, et la dupliquer pour avoir un autre subtool que je peux venir manipuler. Alors vous voyez ici que grâce au gizmo 3D, donc c'est les flèches ici, hein, je peux venir le bouger dans l'espace, le tourner, etc. Et même lui faire un scale. Et ben en fait ce gizmo, je peux aussi l'éditer. Si j'appuie sur le bouton Alt, vous voyez qu'il y a le cadenas là qui s'ouvre. Et donc avec le bouton Alt, je peux bouger le gizmo sans bouger l'objet. Donc je peux le placer ici au point d'articulation, le réorienter. Et donc maintenant je peux venir le bouger dans le bon sens. Voilà, plus ou moins, hein, et puis faire une déformation. Ok. Donc ça c'est la première étape. Là j'ai au moins quelque chose d'intéressant. D'accord. Alors quand je regarde ce crâne, je vois qu'il y a quand même quelque chose d'assez marquant. C'est son œil. Son œil transperce le crâne de part en part. Comment est-ce que je vais pouvoir sculpter ça? Puisque, donc là, si je monte l'opacité à 100%, là si j'essaye de prendre une brush, la brush standard par exemple, que je viens sculpter par-dessus. Alors vous voyez que pour passer d'une partie à l'autre, je vais allumer le polyframe, comme ça vous voyez mieux. Pour sélectionner de l'un à l'autre, j'appuie simplement sur Alt en cliquant. Et donc là, si je viens sculpter, je vais rajouter de la matière en cliquant. Et avec Alt, je peux enlever de la matière. Et ben, j'aurais beau essayer de sculpter en passant comme ça du temps à venir creuser mon modèle, je vais jamais réussir à transpercer. Vous voyez que ça s'est arrêté, que ça a fusionné. Donc c'est pas la bonne façon de faire. Je pourrais essayer aussi avec un move de venir entre les deux, mais c'est pas la bonne façon de faire non plus. En plus, vous avez vu, ça casse complètement votre géométrie. Donc là, même si je fais en géométrie, si je fais un Dynamesh, voilà, donc le Dynamesh est activé, il suffit de faire un CTRL
masque dans le vide pour réparer la géométrie, mais vous voyez que le trou n'est toujours pas fait. Donc c'était pas la bonne façon de faire non plus. Alors comment on va faire? Ben, on avait vu dans Blender qu'on pouvait faire des booléans. Alors qu'est-ce que c'est un booléan? C'est une opération mathématique qui donc permet de faire soit une addition, une soustraction ou une intersection de deux modèles. Vous avez un autre exemple. D'accord? Donc ces opérations, elles se trouvent ici. Dans les subtools, vous voyez qu'on a l'addition par défaut, la soustraction et l'intersection. J'ai beau sélectionner ces options-ci, il n'y a rien qui se passe. Alors, la première chose que je dois faire déjà, c'est avoir un mesh qui va me permettre de transpercer mon modèle. Donc je vais insérer un cylindre. Voilà. Je vais le réorienter, donc là avec la rotation et le bouton Shift enfoncé pour pouvoir le snapper à 90 degrés. Je vais le mettre en forme. Voilà. Alors donc je vais repasser en vue left, comme ça on voit bien où se trouvait mon modèle. Je vais diminuer mon opacité pour mettre le cylindre à sa place relative. Voilà. Lui donner un peu une forme. Ok. Et donc là, je vais augmenter mon opacité à 100%. Je vais le faire ici. Voilà. Et donc, je vais dire que mon cylindre est en soustraction. Par défaut, ici, ma mâchoire va rester en addition. D'accord ? Et regardez ce qui se passe si j'appuie sur le Live Boolean. Alors, mon mesh est en pointillé parce que mon polyframe est activé. Si je désactive le polyframe, voilà, ça y est. On voit maintenant que j'ai un trou dans mon modèle. Simplement, c'est un aperçu. Le Live Boolean, comme vous voyez, je peux venir déplacer et éditer le mesh qui me sert de booléen. Donc là, actuellement, il n'est pas appliqué. Si je veux l'appliquer, je dois aller dans le menu Boolean, le sous-menu Boolean du menu Subtool. Je clique dessus. Et là, on a un bouton Make Boolean Mesh. Je clique dessus. En fait, il m'a créé un nouveau tool qui s'appelle UMesh Polysphere. Je clique dessus. Et là, on voit que maintenant, si j'allume mon polyframe, voilà, la topologie a été appliquée. On a la topologie du cylindre qui est venue couper dans mon crâne. Regardez, si je smooth, on voit effectivement que c'est bien fusionné. Mais attention, regardez ici, qu'est-ce qui s'est passé? La mâchoire a aussi été additionnée. Le booléan a été effectué sur la mâchoire aussi. Et c'est pas ce que je voulais faire. Donc je vais revenir en arrière, mais je suis sur un autre tool en fait. Si je suis sur le nouveau tool qui s'appelle UMesh, mon ancien tool c'était celui-ci, le PM3D avec le cylindre ici, voilà. Et donc en fait, par défaut, vous pouvez bouger les subtools dans votre hiérarchie. Là ici mon cylindre par défaut quand je l'ai inséré il se retrouvera peut-être à la fin. Moi ce que je veux c'est être sûr qu'il soit proche de mon crâne. Pourquoi? Là je le mets là. Parce que je vais dire que, ça ici c'est ma mâchoire, hein. Je vais dire que ma mâchoire est une opération séparée en cliquant sur la petite flèche ici à côté. Voilà, Start. Et donc il va faire le booléen du crâne avec le cylindre et la mâchoire va démarrer une nouvelle opération booléenne séparée. Mais avec rien du tout. Et c'est ce que je veux. Donc là je vais faire Make Boolean Mesh. Voilà. Et donc là normalement on a un nouveau UMesh. Ici. Vous voyez que c'est à ne pas confondre, hein, puisqu'il y avait déjà le premier que j'avais fait. Il y a le UMesh avec un 2 ici. C'est celui-ci. Et là donc on a effectivement le booléan qui s'est bien appliqué sur l'œil. Et on a la mâchoire qui n'a pas été fusionnée cette fois. Donc c'est bien ce que je voulais. Ok. Alors, pour la suite, on voit que déjà il se passe un truc chelou avec l'arrière-plan. Et bien tout simplement c'est parce que le live boolean est activé et qui crée des soucis d'affichage. Ce qui est possible aussi, si je reviens donc sur le polysphère là ici, quand vous avez un boolean activé et que votre opacité est à moins que 100%,
votre mèche disparaît. Tout simplement parce que ZBrush fonctionne avec un système pour afficher ses modèles 3D en 2 dimensions, ce qui lui permet d'avoir plusieurs millions de polygones affichés à l'écran. Mais vous voyez que ça crée des problèmes lorsqu'il y a une image en 2 dimensions derrière, ça fait des incompatibilités. Donc ici, je repasse en vue left, je mets bien le modèle à 100% d'opacité et je vais désactiver mon boolean. Et donc ici, j'avais fait mon opération, je vais revenir sur le UMesh Polysphere 2. Voilà, ok. D'accord. Donc, l'étape suivante. Vous voyez que le crâne ici, il comporte quand même pas mal de cornes. Alors oui, je pourrais tout à fait prendre une brush Move, BMB, et je pourrais tout à fait, en sélectionnant ce mesh-ci avec Alt, venir sculpter des cornes sur son nez. Vous voyez que le problème, c'est qu'ici, en faisant ça, j'ai cassé, enfin en tout cas j'ai étiré ma géométrie, et que donc là c'est typiquement le moment où je devrais venir faire un Dynamesh. Donc on est dans le sous-menu géométrie, Dynamesh. Si je clique sur Dynamesh, vous voyez qu'il est venu recalculer la géométrie, et qu'il a fait un Dynamesh en quadrillant, en n'ayant que des carrés de la même taille, mais attention quand même que ça vient aussi faire des triangles. Vous voyez ici on a un triangle. C'est pas grave quand on sculpte, mais si je voulais avoir une topologie clean, en low poly, c'est pas avec un Dynamesh que je vais l'obtenir. Ce sera plutôt avec un Z-Remesher. Là, le Z-Remesher, si je viens descendre sa résolution à 1 par exemple, que je clique sur Z-Remesher, vous voyez que là c'est déjà beaucoup plus clean, on n'a que des carrés, et ça suit les courbes de votre modèle. D'accord? Alors, ça c'était rapidement, je reviendrai plus en détail là-dessus, sur les différences entre le Dynamesh et le Z-Remesher. Mais ce n'est pas comme ça que je vais le faire. Il y a une autre brush qui s'appelle la brush Snakehook. Donc, raccourci BS comme Snakehook, H. Et là, quand je veux l'activer, il me dit attention, il y a des meilleurs résultats avec cette brush en utilisant le mode Sculptris Pro. Ok. Alors, par défaut, qu'est-ce que ça fait le Snakehook? Regardez. C'est comme un move, sauf que ça me permet de venir, là en cas extrême, étirer et carrément casser mes polygones. Contrairement au move, qui ne part que dans une seule direction. Donc là, le Snakehook, c'est mieux en Sculptris Pro. La différence, c'est que si j'active le mode Sculptris Pro qui ressemble à ce bouton-là, chez vous il se trouvera peut-être ici, dépendant de la version de ZBrush, il se cache dans le menu Stroke, Sculptris Pro, et c'est ce bouton-là, Activate Sculptris Pro Mode. Vous voyez, donc là il est activé. Et alors regardez ce qui se passe maintenant, ça vient recalculer la surface en live. Et on évite de casser la topologie, enfin jusqu'à un moment évidemment où ça devient trop extrême. Donc ça c'est pratique pour pouvoir justement venir dessiner des cornes. D'accord? Alors, vous voyez que là maintenant j'ai dessiné sur une seule moitié, j'ai sculpté plutôt sur une seule moitié, et je m'en rends compte seulement maintenant, et donc au lieu de revenir en arrière, je vais tout simplement essayer de dupliquer ce que j'ai fait d'un côté vers l'autre. D'accord? Donc pour faire ça, on est dans le menu géométrie, et on a un sous-menu Modify Topology. Vous voyez qu'ici j'ai un bouton qui s'appelle Mirror and Weld. Si je clique dessus, ouf, je suis venu copier ce qu'il y avait à gauche sur la droite. Je reviens en arrière parce que c'est pas ce que je voulais faire. Moi je voulais que mes cornes se copient de l'autre côté. Alors, le Mirror and Weld, ça je l'utilise en alliance avec le bouton Mirror qui se cache dans Déformation. Il est ici, Mirror. Donc je vais d'abord faire un Mirror, et puis je vais revenir dans Modify Topology, et je vais faire un Mirror and Weld, et regardez maintenant, voilà. J'ai dupliqué ce qui était à gauche, à droite. Alors vous avez vu que c'est pas pratique de chaque fois aller dans des menus pour chercher ces boutons. Ça fait perdre du temps, surtout quand on doit faire plein d'opérations, et sur un projet qui prend plusieurs semaines, ça fait perdre énormément de temps de votre vie. Alors, on va les mettre, comme vous voyez ici j'ai tous mes raccourcis. Pour mettre les raccourcis dans votre barre d'action, c'est très important d'aller dans Préférences,
cliquer sur Enable Customize. Vous voyez que là, le menu se met à jour. Et d'utiliser le raccourci CTRL-ALT pour venir prendre un bouton et le placer dans votre barre d'action. Moi, je l'avais déjà ici, donc pour enlever un bouton de votre barre d'action, vous le prenez, vous le jetez au milieu de votre plan de travail. Enable Customize, mais aussi Store Config, évidemment, pour pouvoir enregistrer vos modifications. Et donc, une fois qu'on a pris par exemple le Mirror and Weld, que j'ai mis là, avec le Mirror, que j'ai mis ici, eh ben, je vais venir décocher Enable Customize, et je vais venir cliquer sur Store Config, et donc la prochaine fois que vous lancez ZBrush, ce sera enregistré. Voilà, vous m'en remercierez plus tard. Donc, si je voulais venir par exemple faire toutes mes dents, eh bien, je vais pas venir chaque fois venir ici une par une dessiner mes dents, parce que le problème c'est que tout est en un seul mesh. Et donc si je veux changer la résolution de mes dents uniquement, je suis obligé de le changer sur tout mon mesh. C'est pas ce que je veux faire. J'aimerais l'avoir en mesh séparé. Alors c'est pour ça que je vais venir créer un nouveau subtool. Je suis dans mes subtools, je vais faire Insert. Et la différence entre le Insert et le Append, regardez, je vais venir faire Insert, faire ceci par exemple. Vous voyez que donc il a inséré un nouveau mesh en dessous de celui qui était sélectionné. Je peux deleter celui-ci pour l'instant. Si je fais un Append, ça vient ajouter, là je vais Append un cône, ça vient l'ajouter en dessous. Ça veut dire ajouter at the end. Voilà. Je sélectionne mon cône avec Alt, et là je vais lui donner une forme pour ma dent. Alors voilà. Déjà, il n'a pas assez de géométrie ici, donc je vais faire un Dynamesh. Donc au lieu de chaque fois aller dans mes menus, je vais utiliser mon raccourci que j'ai mis ici, le Dynamesh. Voilà, avec sa résolution. Oups. Voilà. Vous voyez que tant que j'ai pas changé mon mesh, j'ai beau faire un Dynamesh, il n'y a rien qui se passe, même en changeant la résolution. C'est parce que je dois d'abord l'éditer. Ici, je fais un Smooth avec Shift. Et là, si je fais un contrôle sélection dans le vide, ça met à jour mon Dynamesh. Je vais lui donner une forme à ma dent, donc B, H, H polish. Voilà. Et là, vous voyez que il recalcule la surface parce que j'ai encore mon mode Sculptrice Pro activé. Je veux pas ça, désactiver ça. Ok, je fais mon H polish. Comme vous voyez, là, ce que ça vient faire, ça vient chercher un plan pour aplanir une surface. Plutôt pas mal. Ça ne l'a pas fait de l'autre côté, j'ai oublié d'activer ma symétrie avec X, donc là je vais simplement faire un Mirror and Weld, ça l'a pas fait dans le bon sens non plus. Mirror et Mirror and Weld, voilà, c'est quelque chose que vous allez utiliser souvent. Je vais quand même prendre le temps de faire une dent qui me plaît niveau résultat. Alors, vous voyez que là j'ai un petit peu du mal à avoir le contrôle sur la surface, c'est peut-être parce que j'ai un peu trop de résolution. Donc je vais descendre encore ma résolution de mon mesh. Et pour ça, je vais aller, au lieu de faire un Dynamesh, dans Géométrie. Le Dynamesh se trouve ici. Moi, je vais plutôt faire un Z-Remesher. Ok, je vais descendre la résolution. Z-Remesher. Là, vous voyez que donc on a simplifié la géométrie, ce qui me permet d'avoir plus de contrôle, en tout cas plus facilement sur la forme de mon objet. Ok, admettons qu'ici j'ai un peu trop smoothé et que j'aimerais pouvoir le réépaissir. Je vais utiliser la broche B Inflate, I, N. Et là je peux venir regonfler ma forme. Là c'était peut-être un petit peu trop. Je vais baisser l'intensité, voilà. Là voilà, je peux venir redonner un petit peu de forme à ma dent. Ok, donc on peut prendre le temps de bien sculpter un objet, etc. Ici, le but, c'est surtout de vous montrer les outils. Mais voilà, admettons que j'ai une dent qui me satisfait. Donc, je peux la placer à la main sur mon modèle. Et alors, regardez, si j'essaye de la bouger, ici, ça vient casser le truc. Pourquoi? Parce qu'il y a encore ma symétrie activée. Donc là, je vais enlever la symétrie avec X. Là, je peux la positionner à l'endroit où je veux. D'accord. Et alors, je pourrais dupliquer ma dent
la positionner, la changer, etc., redupliquer, etc., etc. Deux problèmes. Premier problème, à chaque fois que je duplique, j'ai un nouveau subtool. Donc là, vous voyez que ça peut faire beaucoup de subtools, donc j'aimerais que toutes mes dents soient dans le même subtool. Et deuxième problème, ça prend du temps. Comment on peut accélérer le processus? Alors, je vais isoler ma dent avec le bouton Solo. Voilà, donc là, tout le reste est toujours là, hein, c'est juste que j'isole ma dent. Ok. Et j'aimerais en fait que cette dent me serve pour pouvoir accélérer mon processus. Donc, je vais me mettre avec la pointe de la dent vers la caméra. Voilà. D'accord. Et je vais aller dans Brush, cliquer sur Create Insert Mesh. Là, il me demande qu'est-ce que tu veux faire, parce que c'est pas une brush, tu veux faire une nouvelle brush? Oui, nouveau. Ok, alors qu'est-ce que je viens de faire? J'enlève le bouton solo. Excusez-moi, je tourne. Alors parfois le modèle tourne pas dans le bon sens. Donc, en fait, ça se passe ici, là. Je suis en XYZ, Rotate on All Axis. Faut chaque fois essayer de trouver le bon sens et de rotate. Ou alors si je clique sur Y only, donc là maintenant ça va être plus facile de tourner autour de son modèle. Ok, donc j'ai fait mon insert mesh. Et ben maintenant je peux venir dessiner des dents au vol. Vous voyez? Et donc là, au lieu de chaque fois avoir un subtool différent, ce que ça a fait, c'est que maintenant ça m'a créé un seul subtool qui contient toutes mes dents. Attention que c'est venu rajouter des dents sur le subtool actif. Si j'étais sur mon crâne ici, j'ai sélectionné, si je viens rajouter des dents, ou dans ce cas-ci plutôt des cornes, vous voyez que c'est toujours dans le même subtool que le crâne. Je désélectionne le masque. Vous voyez que maintenant mon crâne contient les deux subtools. Alors, je vais parler maintenant des polygroupes. Donc les polygroupes, vous voyez que quand j'active mon polyframe ici, j'ai deux boutons qui sont cachés, ils sont très petits, il faut les voir. On a le bouton Line pour avoir la topologie, le wireframe, et on a le bouton Fill pour avoir les couleurs. Et les couleurs, en fait, c'est les polygroupes. Ces polygroupes, vous voyez que c'est des groupes de polygones, en fait, tout simplement comme le nom l'indique. On a un menu, ça s'appelle polygroupe ici. Si je clique sur Autogroupe, qu'est-ce qui va se passer? Il va détecter, vous voyez, il va détecter les mèches comme étant des mèches séparées. Je reviens en arrière parce que donc en fait le booléen avait créé un polygroupe et les dents sont dans un seul polygroupe puisqu'ils ont tous les trois la même couleur. Alors quel est l'intérêt? L'intérêt c'est que je peux facilement isoler un objet, donc si je fais CTRL SHIFT, vous voyez que j'ai un carré de sélection. Si je viens faire un carré de sélection comme ça, je peux isoler une partie. Je fais CTRL SHIFT dans le vide, ça vient rien afficher. Mais si je fais CTRL SHIFT et que je clique sur un polygroupe, ça vient isoler ce polygroupe. Donc là, à ce moment-là, je peux faire un masque avec CTRL, refaire CTRL SHIFT, clique dans le vide pour activer le reste. Et alors, je peux dire, par exemple, ici dans mon menu Subtool, dans le sous-menu Split, dire Split Mask Point. Et donc là, voilà, vous avez vu, j'ai splitté mes dents sur un autre subtool. Donc très pratique de travailler avec les polygroupes pour avoir des sélections faciles. Regardez, je peux aussi tout simplement CTRL SHIFT cliquer sur l'intérieur de l'œil parce que je veux le masquer. CTRL SHIFT cliquer sur le reste. Vous voyez, là j'ai un masque à cet endroit-là uniquement. Et donc là maintenant je peux tout à fait sculpter autour de mon masque sans influencer ce qui se passe à l'intérieur. Je peux inverser ma sélection de masque aussi en faisant CTRL-clic dans le vide. Et alors à ce moment-là, je travaille uniquement sur cette partie-là. D'accord. Voilà, donc polygroupe. Si jamais je vais fusionner tout le mesh en un seul polygroupe, donc c'est bien la partie autogroupe, le bouton autogroupe. Et alors si je veux faire un nouveau polygroupe, je peux par exemple masquer ici le contour de l'œil. Et je peux dire groupe masque.
Voilà, et donc là j'ai créé un nouveau polygroup sur mon masque. Ok. Donc, admettons maintenant, vous voyez que ma topologie ici, elle est un petit peu... je vais simplement, pour une meilleure lecture, retout grouper ensemble. Vous voyez que ma topologie, c'est un petit peu n'importe quoi. Et donc, soit je peux faire un dynamesh, voilà, pour tout recadrer. Le dynamesh, c'est pratique aussi, par exemple, regardez, si je veux fermer mon trou ici, je peux tricher en faisant par exemple ici un inflate. Mais si je smooth, enfin voilà, c'est n'importe quoi. Donc là, ce que je vais faire, c'est un dynamesh. Et donc c'est venu boucher mon trou. Mais vous voyez que j'ai encore des artefacts ici, donc je peux encore refaire un petit inflate là. Refaire un dynamesh. Et voilà, et donc là j'ai bouché le trou que j'avais fait. Et voilà, faire un mirror and weld, ok. Et si je veux avoir une topologie qui suit mieux les mouvements, comme par exemple ici pour ma dent, donc là j'aurais fait un Z-Remesha. Mais admettons maintenant que j'ai trop de polygones. Là actuellement j'en ai 116 000. D'accord ? Eh bien, je vais vous montrer quelque chose de sympa. Donc par défaut dans ce menu-ci, je peux venir ajouter le menu Z-Plugin. Voilà. Et dans Z-Plugin, j'ai un outil qui s'appelle Decimation Master. Alors la décimation, comme son nom l'indique, ça va m'aider à décimer le nombre de polygones. Donc d'abord je vais cliquer sur Preprocess Current, celui qui est actif. Vous voyez que l'opération a été complétée en une seconde à peu près. Ça a simplement calculé la surface, et donc si je clique maintenant sur Decimate, voilà, donc là on a que des triangles, et on n'a plus que 23 000 polys, et on a conservé le niveau de détail. Alors ça se voit pas beaucoup ici, mais regardez si je descends encore, le pourcentage de décimation, je continue de descendre, là je suis plus qu'à 7000 polys, alors que le niveau de détail n'a quasiment pas changé. On peut voir un peu les triangles évidemment parce que je suis descendu assez bas. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert. Eh bien, imaginez que donc là, j'ai mon modèle, que j'ai déjà sculpté, voilà, la silhouette, on peut appeler ça aussi les basses fréquences. Admettons que j'ai sculpté donc les moyennes fréquences, donc ça ce seront plutôt les volumes, donc par exemple les arcades sourcilières et tout ça. Et alors pour aller dans les hautes fréquences, donc vous voyez tous les petits détails, les rides, les creux et les écailles et tout ça, et ben donc je peux venir cliquer ici sur un divide. Et alors quand je clique sur divide, on voit pas l'affichage en temps réel, mais vous voyez qu'ici on a plusieurs niveaux de subdivision en fait. Et donc là j'ai fait 3 subdivisions. Si je viens cliquer sur delete lower, je vais supprimer mon niveau de subdivision minimum. Vous voyez là, je vais arriver à 1,8 million de polygones. Regardez, je vais cliquer sur delete lower. Et là, waouh, la concentration en polygones est devenue énorme. Je vais être honnête avec vous, pour un modèle de cette forme-ci, ce n'est pas utile d'avoir autant de polygones, d'accord ? C'est simplement pour vous montrer ce qu'il y a moyen de faire. Donc là, si je viens avec un B dame standard, donc BDS, voilà, dame standard, je peux venir sculpter du détail. Et vraiment aller chercher des tout petits détails, par exemple, faire des écailles. Alors si je dois dessiner des écailles, je ne vais pas le faire à la main. Vous voyez que ça prend beaucoup trop de temps. Il y a un outil qui permet de faire ça beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement aussi. Donc je vais prendre ici, donc là par exemple, on a la dame standard. Je vais prendre une brush standard, normale, simplement pour vous montrer. Hein. Donc ça c'est une brush standard, d'accord. Et on a l'alpha. Alors je clique sur alpha, et vous voyez qu'on a déjà des isalpha de base. Celle qui m'intéresse ici, elle ressemble à ça. Vous voyez que donc, si je dessine avec cet alpha, ça vient changer la forme de ma brush. Je vais essayer de cliquer juste une fois pour vous montrer, ouais voilà. Vous voyez, je clique, et si je bouge la souris, ça vient chaque fois dessiner. Mais c'est pas exactement comme ça que je veux pouvoir mettre mes écailles, moi. Donc je vais plutôt cliquer ici sur Stroke,
et changer en mode drag rectangle. Et regardez, là, à ce moment-là, je peux venir dessiner mes écailles. On voit les contours de l'alpha, donc pour changer ça, c'est le focal shift, je crois. Voilà, et donc là c'est beaucoup plus smooth. Regardez, si je mets le focal shift à 0, on a un gros carré. Si je mets le focal shift presque au maximum, voilà, là du coup c'est plus que le centre en fait qui est activé. Donc là, voilà, au milieu des deux on obtient un meilleur résultat. Et donc là à ce moment-là, je peux venir ajouter du détail, c'est ce qu'on appelle les hautes fréquences ici, hein. Je peux essayer de les aligner pour avoir uniquement les écailles aux endroits que je veux, mais vous voyez aussi que ça pose problème parce que bah voilà, les alphas elles se superposent. Alors, on peut créer ses propres alphas hein, en important ici une image en noir et blanc qui ressemble à ça. Ce qui est en blanc va être activé, ce qui est en noir ne le sera pas. Si je veux, au lieu d'ajouter de la matière, je peux le faire avec Alt pour creuser de la matière et avoir le résultat opposé. Mais du coup, pour cette brush-ci, je peux vous montrer aussi une autre brush sympa. B, la brush pattern. Et alors regardez, je viens peindre, je viens révéler en fait la texture qui est en dessous. Et c'est top pour justement pouvoir repasser plusieurs fois au même endroit. Et vous voyez que ça vient faire sortir plus à certains endroits qu'à d'autres. Attention quand même que si je reviens dessiner, là vous voyez du coup ça vient se superposer. Et voilà, très pratique, la brush pattern. Et donc en fait pourquoi je vous montre ça parce que admettons maintenant que j'ai mon mesh qui a été parfaitement sculpté, n'est-ce pas? Là, je vais juste le remettre un petit peu en forme. Si je veux pouvoir descendre mon compte de polygones sans perdre du détail, donc là je suis à 1,8 million, je vais faire ma décimation à ce moment-là. Regardez, pre-process current. Donc là il calcule, ça prend un petit peu plus de temps étant donné que je suis à 1,8 million. Voilà. Quand on fait ce genre d'opération, faut faire attention parce que il réfléchit. Et donc là si je viens cliquer, je peux peut-être venir faire crasher ZBrush. ZBrush est parfois instable à cause des versions du crack que vous avez. Donc pour faire une quick save, c'est le bouton 9 du clavier au-dessus du bouton I et O. D'accord? Et ça se trouve après dans Lightbox Quick Save. Et donc là vous avez toutes vos quick save. Je fais une petite parenthèse là-dessus parce que dans Préférences, dans le sous-menu Quick Save ici, vous pouvez setup un temps entre chaque quick save automatique. Donc là par défaut c'est 20 minutes. Et alors le max quick saves file, c'est pour le nombre de files que vous voulez avoir. Je conseille de le mettre au moins à 100, 150, quelque chose comme ça, parce que par défaut c'est 30. N'oubliez pas, une fois que vous avez changé vos paramètres, de cliquer sur Store Config pour enregistrer. D'accord? Donc là j'ai fait mon pré-process de ma décimation, et maintenant je peux faire Decimate Current. Visuellement rien n'a changé, mais avec la géométrie, si je compare avant, après, vous voyez qu'on est passé de 1,8 million à 118 000 polis, sans perdre du détail. Donc ça c'est la puissance de décimation. Alors que si j'avais fait un Dynamesh, voilà, là j'aurais perdu du détail. Si j'aurais fait un Z-Remesher, ça aurait été encore plus destructif. Ouais, là il a un petit peu du mal là sur 118 000 polis. Là ça réfléchit. Donc là regardez, si je viens cliquer, il se passe plus rien, mais voilà, ok. Vous voyez, le Z-Remesher, il est venu faire une retopologie automatique. Mais vous voyez que c'est pas parfait. Ici, à certains endroits, il va faire comme il peut, mais vous voyez qu'ici, là, par exemple, il y a un nœud dans les polygones. Donc, le Z-Remesher, je peux lui donner des guides avec la brush Z-Remesher Guide. Je crois que c'est BZR. Voilà. Et donc là, je peux dire, par exemple, je veux avoir un edge loop. Attendez, il faut augmenter la taille de sa brush aussi, puisque ça influence. Regardez, si je prends une grande brush, vous voyez maintenant les steps. Donc là, je veux avoir un edge loop ici. Ok. Et donc là, je refais un Z-Remesher. Et voilà. Et donc là, il a essayé de suivre l'edge loop que je lui ai donné. Admettons que je le fasse ici, juste pour mieux vous montrer. Z-Remesher.
Voilà, vous avez vu? Il a fait une topologie ici qui vient suivre ça. Donc c'est un bon outil pour venir faire de la retopo automatique, mais c'est pas parfait. Comme la plupart des outils automatiques d'ailleurs. Voilà, je pense que pour aujourd'hui c'est déjà pas mal, beaucoup d'informations. Dans les vidéos suivantes, on essayera d'explorer un petit peu plus en détail tout ça. Merci.